Moi, c'est Joanie de Mon Prospecteur. Je suis une des 3 cofondateurs de Mon Prospecteur. Et ce soir, le webinaire, c'est sur comment repérer les meilleures opportunités. Donc, en fait, les meilleures aubaines. Donc, c'est ça le sujet de ce soir. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Ça sera pas long. Excellent. Je vais partir la présentation. Super. Donc, on l'entend. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Le profit se fait à l'achat? Est-ce que vous voyez ça? Excellent. Vous êtes beaucoup à répondre. C'est bon. Donc, on se l'est fait dire souvent en immobilier, le profit se fait à l'achat. C'est vrai autant pour un flip. Évidemment, lorsqu'on fait un flip, le profit se fait à l'achat. Ça veut dire que si on réussit à trouver une aubaine, notre marge de profit va être nécessairement supérieure. Mais c'est vrai aussi lorsqu'on fait une acquisition à long terme. Si on trouve une aubaine et qu'on l'achète le moins cher, eh bien évidemment, le cash flow, le flux de trésorerie va être plus élevé à chaque mois et aussi, ça va être plus facile de refinancer plus rapidement. Donc, le profit se fait à l'achat en immobilier, c'est la clé pour réussir en immobilier. Maintenant, où est-ce qu'on trouve des aubaines? Oui, il y en a certaines aubaines sur MLS, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis, quand il y en a, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont se ruer sur ces aubaines-là parce que, justement, c'est des perles rares là, sur MLS. Donc, il y a plusieurs autres façons où on peut trouver des aubaines et c'est ça, évidemment, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, avec mon prospecteur, ce qu'on préconise, dans le fond, nous, c'est de trouver des propriétés qui ne sont pas encore en vente. Donc, c'est des propriétés qui ne sont pas affichées sur le marché, mais qui ont un beau potentiel pour devenir des aubaines. Donc, comment est-ce qu'on trouve ça? Il faut chercher des vendeurs motivés. Donc, ma technique préférée pour trouver des aubaines, si je vous disais qu'au Québec, il y a un site où, à chaque jour, il y a plus d'une centaine de vendeurs motivés qui sont listés, puis que c'est une source là, infinie. En fait, c'est en continu. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir accès à ces informations privilégiées-là? Mais ce site-là, ça existe. Ça s'appelle le registre foncier. Donc, ça s'appelle le registre foncier. Le registre foncier, c'est un site où tous les notaires du Québec doivent publier l'ensemble des transactions notariées. Donc, on a accès à absolument tout. Évidemment, c'est pas tout qui est intéressant pour les investisseurs immobiliers, mais il y a certains types d'actes notariés qui sont intéressants pour les investisseurs. Donc, lesquels? Qu'est-ce qu'il faut regarder sur le registre foncier pour trouver des aubaines? Donc, personnellement, je trouve qu'il y a 3 types d'actes qui sont plus pertinents. Et ça ne marche pas. Bon, les types d'actes qui offrent les meilleures possibilités, ce sont les avis de 60 jours. S'il y a un type d'acte sur lequel il faut se concentrer, c'est vraiment les avis de 60 jours. Un avis de 60 jours, dans le fond, c'est dans le processus de reprise de finances. C'est avant que la banque saisisse la maison. On sait, les reprises de finances, ça frappe les esprits, mais c'est pas tant des bonnes opportunités pour les investisseurs immobiliers. Oui, il y en a de temps en temps, mais c'est pas la manne là, comme aux États-Unis, par exemple, là, où les reprises de finances là, se vendent pour des petits pains. Au Canada, les lois sont différentes. Les banques ont des assurances crédits. Donc, ils vont réussir à vendre les reprises de finances là, à la valeur du marché ou un petit peu en bas. Puis s'ils réussissent pas, ils sont pas stressés avec ça parce que l'assureur va payer le déficit, si on veut, la différence. Donc, c'est pas du tout là, les mêmes lois, le même marché. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les avis de 60 jours parce qu'on peut négocier directement avec le propriétaire. Et la pure merveille, en fait, avec l'avis de 60 jours, c'est qu'il y a une réelle urgence de vente. Donc, je vais vous montrer ici là, le processus de reprise de finances. Le propriétaire ne paie pas son hypothèque. Un mois après, à peu près, il va recevoir un avis d'un huissier qui dit « Là, tu ne nous as pas payé, il faut que tu nous payes. » Si la personne ne paie pas, à peu près un mois après, il va recevoir le préavis d'exercice. Ça, c'est de l'avis de 60 jours. Là, l'avis de 60 jours, c'est un ultimatum. Ça dit, si tu ne nous payes pas là, dans 60 jours, on va commencer les recours pour saisir ta maison.
Fait que le propriétaire, il a une réelle urgence de vendre. Parce que s'il fait rien, il va perdre sa maison. Il va absolument tout perdre. Puis son dossier de crédit, là, il va être anéanti pour les 6-7 prochaines années. Donc, vendre sa maison, ça peut être une très bonne solution à son problème. Donc, si pendant les 60 jours de la vie de 60 jours, il ne paie pas, ben après ça, la banque, ben le créancier va commencer ses démarches là, pour il va aller à la cour, il va déposer pas un formulaire, mais il va déposer sa demande là, pour saisir la maison. Après ça, la cour va donner le jugement, en fait. Puis ça prend... Avant, c'était vraiment long. Avant, ça pouvait être comme 6-8 mois. Là, maintenant, ça peut être autour de 2 mois en moyenne. Surtout à Montréal, c'est 2 mois, mais ça peut être très court. Des fois, c'est le lendemain, là, si l'avocat est vraiment agressif puis qu'il y a des bons contacts. Donc, dans la vie de 60 jours, il y a une urgence de vendre. Après ça, ça se passe vite aussi. Donc, la Cour va évidemment donner raison aux créanciers, à la banque, parce que la banque a évidemment des preuves que le propriétaire n'a pas payé son hypothèque. Et s'il y a lieu, une petite faute ici, on peut contester le jugement. Ça se fait un petit peu plus tard. Donc, en résumé, là, les actes qui offrent les meilleures opportunités, les avis de 60 jours, c'est le type d'avis qui offre les meilleures possibilités, c'est les avis de 60 jours parce qu'il y a une réelle urgence de vente. Ensuite, il y a des successions. Les successions aussi, ça peut être des super belles opportunités. C'est pas toutes les successions qui vont être intéressantes, mais il y a certaines successions qui peuvent l'être. Donc, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, monsieur décède et lègue la maison familiale à madame, ben, la madame, elle va vouloir rester chez elle. Donc, ça, c'est plus ou moins intéressant. Par contre, si la dame est veuve et qu'elle lègue à ses 3 enfants qui vivent dans une ville différente, ben c'est quand même plus probable que les enfants vont vouloir toucher l'héritage en argent, qu'ils vont pas vouloir s'occuper de la propriété. Une autre chose qui est super intéressante, en fait, qui est importante à savoir, c'est entre le moment du décès et le moment où les héritiers peuvent toucher la maison, donc où la succession a été liquidée, on dit, il y a en moyenne 6 mois. Donc, pendant ces 6 mois-là, les héritiers doivent payer l'hypothèque, l'entretien, les taxes municipales, le chauffage, tout ça, puis ils n'ont pas encore eu accès à leur héritage en argent. Donc, ça peut être un lourd fardeau, surtout si la propriété là, nécessite des rénovations importantes. Donc, vendre une propriété qu'on a reçue en héritage, ça peut être intéressant là, dans quelques cas. Et il y a aussi, juste pour revenir sur les successions, il y a aussi, si la propriété qui a été léguée n'est pas la résidence principale, il y a aussi l'impôt qui va demander sa part du gâteau puis qu'il faut payer tout de suite. Donc ça, souvent, là, c'est vraiment intéressant de vendre la maison. Un autre type d'acte qui est très intéressant pour les investisseurs immobiliers pour trouver des aubaines, c'est les retraits d'autorisation de percevoir les loyers. Donc, ça, c'est super long comme nom. Mais en gros, c'est dans le cas d'un immeuble à revenus, donc en fait, d'une propriété qui est louée pour avoir des revenus. Donc, souvent, c'est des blocs, mais ça pourrait aussi être une maison unifamiliale là, qui est louée à une famille. Donc, dans le cas d'une propriété qui est louée pour faire des revenus et que la personne, le propriétaire, ne paie pas son hypothèque. Là, la banque dit, ça marche pas ton affaire, je vais administrer moi-même les meubles, je vais collecter moi-même les loyers. Donc, c'est la banque qui va, elle enlève l'autorisation au propriétaire de collecter les loyers et la banque va collecter elle-même les loyers. Donc, le propriétaire, il n'était pas capable de payer son hypothèque avant. Là, il touche même pas les revenus de location et qu'il ne sera pas plus capable de payer l'hypothèque après. Donc, lui, il vit une difficulté là, assez particulière. Donc, vendre son immeuble, ça peut être une très bonne solution pour ne pas le perdre. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, on a vu quoi chercher, les avis de 60 jours, les successions, les retraits. Maintenant, où est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'il y a des aubaines partout? La réponse facile, c'est oui, il y a des aubaines partout. La réponse réaliste, c'est oui, il y a des aubaines partout, mais il faut apprendre à les voir. Et c'est ça qui est la difficulté. Pour apprendre à voir les aubaines, il faut devenir un expert de son secteur. C'est vraiment important. Puis avant de vous dire comment devenir un expert de son secteur, je vais vous dire, pour moi,
qu'est-ce que ça veut dire devenir un expert? Pour moi, devenir un expert d'un secteur, c'est de savoir combien vaut une propriété d'un seul coup d'œil. Ça veut dire de savoir par rapport à l'évaluation municipale, faire un lien entre l'évaluation municipale et la valeur marchande. Par exemple, est-ce que la ville de Blainville, est-ce qu'elle sous-estime ou surestime la valeur de ses propriétés? Par combien de pourcents? Donc ça, en sachant ça, ça vous permet d'évaluer rapidement la valeur d'une propriété. Savoir quel genre de locataires ou d'acheteurs potentiels sont intéressés à vivre ici, puis qu'est-ce qu'ils cherchent dans ce quartier-là? Pourquoi est-ce qu'ils veulent vivre là? Donc ça va vous aider à bien louer vos logements ou bien revendre vos flips. Donc, c'est vraiment important de savoir à quelle clientèle on s'adresse. Ça veut aussi dire de connaître les axes routiers, les parcours de transport en commun, les commodités du quartier, les commerces, connaître l'ambiance du quartier, est-ce que c'est tranquille, est-ce que c'est très festif, puis savoir s'il y a des règlements municipaux particuliers, là, par exemple pour la division en condos ou le zonage ou peu importe, des restrictions qui pourraient jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Donc, pour ça, pour devenir un expert, pour moi, c'est ça. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas devenir expert de l'île de Montréal, plus la couronne nord, plus la couronne sud, là, ça n'a pas de bon sens. Le plus dur pour devenir un expert, c'est de renoncer aux autres secteurs. C'est vraiment contre-intuitif de se mettre des limites. Voyons, je ne peux pas me limiter juste à ce quartier-là. Si une aubaine à côté, je ne la verrai pas. Mais c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça qu'on va apprendre à voir les aubaines. Parce que oui, les opportunités vont toujours être là. C'est certain. Mais si on est expert de rien, on n'apprendra pas à les voir. Donc, il faut se concentrer, mettre tous nos efforts au même endroit, développer un secteur en profondeur, et c'est comme ça qu'on va apprendre à reconnaître les aubaines. Donc ça, c'est le conseil clé et le plus difficile à mettre en application. Comment est-ce qu'on s'y prend maintenant pour devenir un expert? Donc, visitez toutes les propriétés à vendre du secteur. Donc, si votre secteur est gros, ça va vous prendre énormément de temps. Donc, d'où cibler votre territoire puis visiter toutes les propriétés. À quoi est-ce que ça va servir, visiter toutes les propriétés? Et vous allez être en mesure, après ça, d'évaluer la valeur marchande là, comme ça. Vous allez pouvoir savoir quelle caractéristique fait augmenter ou diminuer le prix des maisons ou des multilogements. Puis, c'est vraiment de l'expérience là, en barre. Après ça, vous pouvez distribuer vos cartes d'affaires là, partout, dans les stations-service, les garages, les épiceries. Il faut que tout le monde vous connaisse dans le quartier. Vous pouvez parler directement aux gens du quartier. Si vous avez ciblé un petit quartier, c'est relativement facile de se faire connaître de ces gens-là. Puis quand les gens vont vouloir vendre, ben ils vont penser à vous. Les courtiers immobiliers font ça. Ils vont cibler un petit quartier, puis ils vont envoyer de la publicité là, à chaque semaine ou à chaque mois seulement pour ce quartier-là. On appelle ça un secteur ferme. Donc, quand les gens, pendant des années, ils ont vu vos publicités, mois après mois après mois, quand ils vont vouloir vendre, ils vont se dire « Ah oui, ben, je vais appeler lui, je le connais », parce qu'ils vont avoir l'impression de vous connaître. On peut aussi discuter avec les courtiers immobiliers qui œuvrent particulièrement dans ce secteur-là. Eux aussi connaissent bien le secteur. C'est important on peut discuter avec eux là, pour en apprendre davantage. Et si vous avez ciblé un petit secteur aussi, vous pouvez envoyer des publicités dans le Publisac. Ça ne revient pas si cher que ça. Pour moi, la grandeur parfaite pour un secteur, c'est à peu près là, gros max 20 minutes. Donc, on va aller dans mon prospecteur. Bon. On a parlé de comment faire pour devenir un expert d'un secteur. On va aller directement sur mon prospecteur puis on va créer notre alerte. C'est comme ça qu'on va... en fait, dans mon prospecteur, c'est comme ça qu'on va devenir expert de son secteur. Donc, on tape évidemment la ville qu'on cherche. Là, il y a un rectangle bleu qui apparaît. Puis là, vous pouvez déplacer les petits points pour choisir là, vraiment le territoire que vous voulez. Donc, la grosseur là, du carré bleu, pour moi, c'est limite. Là. C'est plus gros que ça.
je trouve ça loin, je trouve ça gros, surtout dans une grande ville. Là. En région, c'est sûr que c'est différent parce que la densité de population est moins élevée. Mais dans une grande ville, c'est en masse. Donc, après ça, vous allez sélectionner les types de propriétés que vous voulez. Je vais cocher ça comme ça. Et les types d'actes. Donc, on a vu tantôt que avis de 60 jours, succession et retrait d'autorisation de percevoir les loyers. Donc, on voit ici qu'en moyenne, là, je pourrais recevoir 51 propriétés par mois selon l'historique passé qu'on a dans nos données. C'est sûr que c'est pas garant du futur, mais ça donne un bon aperçu. Donc là, avec ça, l'alerte est bien configurée. Vous êtes ou vous allez devenir expert de ce secteur-là. Puis, c'est comme ça qu'on peut bâtir notre expertise. Si je peux raconter une petite anecdote de Samuel, qui est notre tout premier client, il avait coché, nous on est de Québec, donc Samuel était de Québec aussi, il avait englobé toute la ville de Québec au complet, il avait tout coché ici, tout coché ici. Puis là, il se disait, bon, je vais rien manquer. Mais là, il s'est fait inonder. Puis là, il dit, ouais, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Tu sais, au début, oui, c'était excitant. Puis après ça, c'est de la poudre aux yeux, en fait, parce que on n'a pas le temps de s'en occuper, puis ça sert à rien de faire ça comme ça. Fait que là, il s'est dit, bon, cette méthode-là, ça marche pas. Comment est-ce que je pourrais faire pour mieux utiliser mon prospecteur? Donc, il s'est dit, qu'est-ce que je veux, moi? Lui, il voulait pas faire des flips. Il voulait vraiment se concentrer sur les plex. Donc, il a tout enlevé ça. Il a gardé le 4plex, 15plex, 6 à 11. C'est ça qu'il cherchait. Il a aussi gardé là, les 3 actes les plus pertinents. Fait que c'est sûr qu'il en recevait moins qu'avant, mais au moins ce qu'il recevait, c'était ça qu'il cherchait, c'était plus pertinent. Donc, c'est pas mal plus efficace là, dans sa prospection. Donc, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'on crée une alerte pour devenir expert de votre secteur. Et ce que vous allez recevoir après ça, les propriétés vont évidemment apparaître. Quand une propriété va répondre à vos critères, elle va apparaître sur votre liste. Et ici, et on va en voir une, celle-là. Ce que vous allez recevoir comme fiche de propriété, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une propriété qui est en vente. C'est nous, on a ciblé certains actes comme les avis de 60 jours, dont celui-ci. Donc, on pense que cette personne-là peut être en difficulté financière et pourrait être motivée à vendre. Donc, on voit évidemment l'adresse, le type de propriété. On peut aller voir, là, visualiser ou télécharger l'acte notarié. On a la carte. On peut aller Street View ici pour voir la façade. On a les coordonnées du propriétaire. On a le rôle d'évaluation municipale, l'évaluation municipale, puis il y a un petit lien sur Google pour voir si la propriété elle est déjà en vente. Puis à droite, c'est les outils de travail là, pour les investisseurs immobiliers. Par exemple, là, faire des suivis ou classer, prendre des notes, des choses comme ça. Donc, avec tout ça, vous avez tout en main pour contacter directement le propriétaire et après ça, voir s'il serait intéressé à vendre. Donc, c'est un peu ça qu'on reçoit avec mon prospecteur. Je vais continuer ça. Donc, avec toutes les fiches que vous recevez, on en reçoit plusieurs. Comment est-ce qu'on fait pour repérer les meilleures opportunités? On a vu quoi chercher, les avis, les successions, les retraits. On sait où chercher, on devient expert d'un petit secteur. Maintenant, les opportunités ne sont pas toutes pareilles. Comment est-ce qu'on fait pour repérer les meilleures opportunités? Moi, j'ai décelé deux écoles de pensée, deux façons dont les investisseurs deux méthodes que les investisseurs vont utiliser pour faire leur prospection. Donc, c'est soit la prospection de masse, ça passe souvent par l'envoi de lettres. Donc, ils vont cibler toutes les alertes là, qu'ils vont recevoir, toutes les propriétés qui répondent à leurs critères dans le quartier. Ils vont envoyer des centaines de lettres à tous ces propriétaires-là, puis après ça, ils vont attendre les retours. L'autre façon, c'est de présélectionner les meilleures opportunités. Puis après ça, pour les opportunités qui en valent vraiment la peine, on contacte le propriétaire à la suite. Donc, la question, c'est est-ce qu'on fait l'analyse avant de contacter le propriétaire ou on contacte le propriétaire, puis quand on nous rappelle, on fait l'analyse après. Donc, ça, c'est les deux façons de voir les choses. Pour moi, ce que je trouve personnellement, c'est mon avis personnel,
ce qui est le plus pertinent. Oups. Ce qui est le plus pertinent, c'est de faire la présélection en premier. Parce que moi, je trouve que j'aime ça concentrer mes efforts sur des choses qui en valent la peine. Puis j'ai l'impression que c'est plus efficace comme ça. Quand on fait de la prospection de masse, on envoie des lettres. Les gens qui vont rappeler, ça ne veut pas dire que ça va être des bons deals. S'il n'y a rien à faire avec ça, il peut être intéressé à vendre, mais que ce ne soit pas une belle opportunité qui veut pas, qui n'a pas beaucoup de marge de négociation. Donc ça, quant à moi, c'est un petit peu du temps perdu. Mais bon, les deux se font. Donc, la technique d'analyse efficace que je préconise, comment est-ce qu'on fait pour repérer les meilleures opportunités ou pas? Ça se résume en 5-6 mots. Connaître ou estimer l'équité de la propriété. Donc ça, c'est vraiment la clé pour voir si c'est une bonne opportunité ou pas. Il faut connaître l'équité de la propriété. Et par équité, j'entends la valeur marchande moins le solde hypothécaire restant. Donc, le solde hypothécaire restant, je vais vous donner un exemple, ça va être plus facile. Par exemple, je prends l'exemple de mon voisin, sa maison vaut 250 000, puis il doit encore 100 000 à la banque. Donc, le solde hypothécaire, c'est 100 000, il doit encore 100 000 à la banque. Sa maison vaut 250 000, donc l'équité, ce serait 150 000. Ben, 150 000, c'est une belle équité, ça. C'est une équité qui est intéressante, qui est importante. Ça laisse en masse de marge de manœuvre pour négocier avec le propriétaire un prix gagnant-gagnant, ou ça va permettre aussi de prendre en compte les frais d'acquisition, les frais de possession, les frais de courtier pour la revente s'il y a lieu, puis le profit potentiel là, du flip. Donc, plus l'équité est élevée, plus c'est une opportunité intéressante pour un investisseur. Donc, ça a l'air de rien, cette diapo-là, mais pour savoir si c'est une vraie opportunité, il faut calculer l'équité de la propriété. C'est comme ça qu'on voit si ça vaut la peine de contacter le propriétaire, si c'est un dossier là, qui vaut la peine d'être continué. Mais avant de continuer, j'aimerais ça savoir si vous trouvez ça clair. Est-ce que c'est bon? Dans le chat, là, vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris ça? Oui? OK, excellent. C'est vraiment la clé. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Super. Donc, la suite des choses. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équité de la propriété? Donc, dans le cas d'un avis de 60 jours, c'est vraiment magique. C'est écrit noir sur blanc dans l'acte notarié. Pas besoin de rien faire, juste lire l'acte, puis on va chercher ce chiffre-là. Dans le cas d'une succession, bien, il faut estimer le solde hypothécaire restant parce que ce n'est pas écrit dans l'acte notarié. Donc, comment est-ce qu'on fait pour estimer ça? Je vais vous montrer. Donc, ici. Il faut aller sur le registre foncier. Ah, c'est ça. Je voulais y aller. Je vais y aller avec vous sur le registre foncier. C'est comme ça. Donc, on entre sur le site. Il y a Ludovic qui demande quelle est l'équité optimale en pourcentage que vous utilisez pour vos alertes. Je vais y revenir tantôt. Je vais y revenir tantôt, Ludovic, et il n'y a pas de problème. Donc, sur le registre foncier, bon, on rentre sur le site. C'est très, très convivial, on s'entend. Donc, soumettre, je vais rentrer. Et là, pour aller trouver l'équité d'une propriété, il faut aller dans Consulter. Puis après ça, Index des immeubles. Et là, on va taper le numéro de lot ici. Donc, moi, j'étais déjà, évidemment, je l'ai acheté, donc je vais vous montrer là, le screenshot. Donc, quand on tape le numéro de lot, qui était ça, on obtient quelque chose comme ça ici. Donc, on voit chacune des transactions de la propriété. Donc, on voit ici, c'est une hypothèque, la succession, il y a une autre hypothèque, bon, tout ça. Et il y a aussi la section numérisée. Ça, c'est un PDF écrit à la main avec en fait,
c'est la section plus vieille. La section plus jeune, ils appellent ça là, informatisé, puis la section plus vieille, c'était écrit à la main. Donc, mais c'est la même propriété. Donc, dans le fond, ce qu'il faut faire pour trouver l'équité, c'est qu'on va prendre chacune des hypothèques qui ne sont pas radiées. Donc, celle-là ici, c'est une hypothèque. Il n'y a pas de chiffre ici, donc elle n'est pas radiée. Ici aussi, c'est une hypothèque, elle n'est pas radiée, donc on va prendre ça. Donc, on prend les montants, on prend les dates, puis il y a des tableaux là, qui existent sur Internet pour aller trouver le taux moyen, le taux hypothécaire moyen, par exemple, en avril 2014 ou en mai 2016. Donc, on peut trouver ces taux moyens-là. Puis avec les calculatrices que dans les banques, là, les calculatrices hypothécaires, on peut trouver, on fait le calcul comme à l'envers, si on veut, puis on trouve là l'estimation du solde hypothécaire restant. Qu'est-ce que ça veut dire radier? Une hypothèque radiée, c'est une hypothèque qui est terminée. Donc, si, par exemple, en 2014, lui a contracté cette hypothèque-là, s'il est fini de payer ses 204 000 $, puis là, il dit à la banque, « Regarde, j'ai fini de te payer, là. C'est une reconnaissance, en fait, que la dette est finie de payer. » Donc, quand c'est radié, l'hypothèque, elle est effacée. Bon, OK. Fait que c'est comme ça qu'on peut estimer le solde hypothécaire restant. Donc, on va retourner à la présentation. Super. Donc, la technique principale, c'est de trouver l'équité. Plus l'équité est élevée, plus c'est intéressant pour l'investisseur immobilier. Il y a d'autres façons aussi. Nous, on a ciblé, on n'a pas ciblé, on a trouvé qu'il y a 5 indices qui montrent qu'il y a une situation particulière là, pour ces propriétés-là. Donc, excusez-moi, il y a des questions qui apparaissent, j'essaie de les lire. Il y a Isman qui demande, oui, on peut demander de la question, on peut poser la question, oui, au vendeur pour trouver l'équité. Ben oui, c'est sûr qu'on peut demander au vendeur, mais le but, c'est de trouver l'information avant de contacter le vendeur, sinon c'est beaucoup de travail de contacter tout ce monde-là pour savoir s'il y a une belle équité ou pas. Bon, donc, je parlais des 5 indices pour déceler les propriétés qui méritent une attention particulière. Donc, nous, on a trouvé 5 indices qui font que la propriété a un petit quelque chose de plus, là. Un petit quelque chose qui fait que ça mérite une attention particulière. Donc, ces 5 indices-là, c'est lorsqu'un propriétaire a plusieurs propriétés en défaut de paiement. Par exemple, un homme qui a un avis de 60 jours pour sa maison, ben, sa résidence principale, son bloc, son deuxième bloc, puis son chalet. Oh, lui, là, il y a quelque chose qui ça va pas trop bien. Vendre une ou quelques-unes de ses propriétés, ça peut être une excellente solution là, pour régler son problème. Donc ça, c'est une situation particulière qui mérite une attention particulière. Aussi, lorsqu'une propriété est visée par plusieurs actes dans un court laps de temps. Par exemple, si pour une propriété donnée, une hypothèque légale, une autre hypothèque légale, un retrait d'autorisation de percevoir les loyers, puis un avis de 60 jours. Oh, cette propriété-là, il y a un mouvement particulier, elle est plus chaude là, que d'autres. Ça mérite là, une attention. Dans le cas d'une succession, si la propriété est léguée à plusieurs héritiers, plus il y a d'héritiers qui héritent d'une maison, les chances sont plus grandes qu'il y ait de la chicane. C'est sûr que c'est malheureux, mais ce qui est plus facile, si on veut, pour les investisseurs immobiliers, c'est lorsqu'on veut négocier une baisse de prix. Si j'essaie de négocier une baisse de prix de 20 000 $ avec une personne, ben 20 000 $, c'est beaucoup d'argent. Il faut quand même que j'ai des arguments là, pertinents. Mais s'il y a 4 héritiers, ben, c'est comme si ils baissaient leur part de l'héritage là, de 5 000 $ chacun. C'est plus facile là, à faire avaler la pilule, si on veut. Le 4e indice, c'est si le propriétaire n'habite pas à la maison qui est visée par l'avis. Donc, si ce n'est pas sa résidence principale. Donc ça, encore, c'est une théorie, c'est une supposition. On peut penser que le propriétaire va être moins attaché sentimentalement, que ça va être moins difficile pour lui de s'en départir, fait qu'il va être plus enclin à vouloir la vendre.
Et finalement, une reprise de finances, mais par un prêteur privé. Les reprises de finances, c'est pas si intéressant que ça, comme on l'a dit tantôt, sauf si c'est une reprise de finances, mais pas par une banque. Si c'est un prêteur privé. Le prêteur privé, lui, il n'en a rien à faire de la propriété. Ce qu'il veut, c'est revoir la couleur de son argent. Donc, il pourrait être pas mal plus motivé à vouloir vendre la maison rapidement. Donc, ça peut être une belle opportunité. Donc, en conclusion, pour trouver les meilleures aubaines, c'est assez simple. Il faut trouver des vendeurs motivés qui ont une grande équité sur leur propriété. Donc, pour trouver les vendeurs motivés, on cherche les avis de 60 jours, les successions, les retraits d'autorisation de percevoir les loyers. Et après ça, on va trouver le solde hypothécaire restant et on calcule l'équité. Et finalement, on peut aussi utiliser les 5 indices pour trouver les propriétés qui ont une situation particulière. Si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y a une main levée, mais je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Vous pouvez poser des questions soit dans le Q&A ou dans le chat. Ça va être beaucoup plus facile si vous avez des questions à poser. Donc, c'est la méthode que je préconise pour trouver les meilleures aubaines. Donc, est-ce qu'on fait des exemples concrets? On va aller sur mon prospecteur et je vais vous montrer des exemples. Donc, j'en ai ciblé 4 à vous montrer. Je vais commencer par celui-ci, la rue Choquette. La rue Choquette. Est-ce que ça va être une belle opportunité ou pas? Donc, on a vu dans la liste que c'était une succession. Donc là, on va aller voir ça. Donc, c'est une transmission. On peut aller voir l'acte notarié. Donc, je vais l'ouvrir. Là, on voit que la propriété qui a été léguée, c'est rue Choquette. La personne qui est décédée habitait là. Puis, elle a légué à une femme qui habite là aussi. Donc, on peut penser que c'est un couple, puis que c'est leur maison familiale. Il y a une question de Linda. Je vais en revenir tantôt dans mon exemple sur les avis de 60 jours. Là, je vais discuter de ça. Il n'y a pas de problème. Ça ne sera pas long. Une question ici. Mathias qui demande, pour trouver le solde de l'hypothèque, est-ce qu'on doit parler au propriétaire ou il y a une autre manière? Oui, il y a une autre manière. C'est ça que j'expliquais tantôt. Dans le cas des avis de 60 jours, je vais vous montrer dans l'exemple, c'est écrit noir sur blanc. Puis dans le cas des successions, il faut aller estimer sur le registre foncier là, avec cette méthode-là. Donc, on va prendre chacune des hypothèques, on va faire le calcul hypothécaire à l'envers avec les taux moyens. Donc, si je... Bon, des exemples. Bon, c'est ça. OK. Bon, la rue Choquette. Le monsieur qui est décédé habitait là. Il lègue à sa madame qui habite là. Donc, on va quand même aller voir là, l'acte notarié pour être bien sûr de tout ça. Donc, on voit que son époux, Étienne Laplante, donc c'est bien un couple. Ils habitent ensemble. On voit qu'il était relativement là, âgé. Ils sont nés en 1930. Donc, la dame, probablement qu'elle va vouloir rester dans sa maison. Peut-être que plus tard, elle va être intéressée à vendre, mais tout de suite, c'est pas, ce serait pas si intéressant que ça. Évidemment, on peut aussi aller sur le registre foncier, aller taper le numéro de cadastre pour voir s'il y a une belle équité sur la maison. Mais c'est pas, a priori, personnellement, je pousserais pas plus les démarches là, dans ce sens-là. Je vais montrer une autre. Je vais montrer l'avis de 60 jours, puis je vais répondre à la question de Linda. Donc, l'avis de 60 jours. Dans l'avis de 60 jours, le solde hypothécaire restant est écrit directement dans l'acte notarié. Donc, je vais ouvrir l'acte notarié. Donc, ce qu'on cherche, on va regarder un peu. La personne qui est, en fait, Dave habite là, mais l'autre propriétaire, Martine, habite ailleurs. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Mais on va aller voir l'acte notarié. Donc, dans l'avis de 60 jours,
Son hypothèque de départ, c'était 190 000. La désignation, c'est ils donnent l'adresse, le numéro de lot. Après ça, ils vont tout décrire, là, c'était quoi les hypothèques qu'il y avait. Les crédits, ça, c'est les retards. Combien ils sont en retard, bon, tout ça. Fait que là, ils sont 25 000 en retard. Il y a 25 000 qui auraient dû payer à la banque, mais qui sont en retard sur leur paiement. Mais nous, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est le solde hypothécaire restant. Donc, ça, c'est plus loin. Bon, ici, solde total dû. C'est ça qu'on cherche. Ils doivent encore à la banque 140 000 $. Donc, s'ils ne paient pas ça, 140 000 $, dans 60 jours, la banque va dire, ben là, on commence les recours contre toi pour saisir ta maison. Donc, ils doivent payer ça. Donc, on va retourner dans la fiche de propriété. Là, on va aller voir l'évaluation municipale. La valeur de l'immeuble, c'est 243 000. C'est sûr que ce n'est pas la valeur marchande. L'évaluation municipale, c'est jamais la valeur marchande. Mais pour faire un premier tri, pour juste savoir, dans le cas de la présélection, si c'est peut être intéressant ou pas, on peut utiliser cette valeur-là pour faire le premier tri. Donc, on peut considérer là, que la valeur marchande, on peut considérer avec des gros guillemets, que ce serait 243 000. Donc, si la maison vaut 243 000, ils doivent 140 000. Donc, l'équité, c'est de 100 000, bon, 97 000. Donc, à 97 000, c'est une très belle équité pour avoir de la marge de manœuvre là, pour négocier avec ce propriétaire-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Combien est-ce qu'on pourrait offrir à ce propriétaire-là? Ce serait quoi notre offre? Évidemment, on ne va pas arriver, on va pas dire « Hey, je t'achète ta maison du premier coup comme ça avec vraiment arrogant. » C'est vraiment pas ça. Mais quand on va être rendu éventuellement à parler de chiffres, on pourrait dire quelque chose comme « Regarde, tu dois 140 000 à la banque. Si tu fais rien, tu vas la perdre ta maison. Fait que voici ce que je te propose. Je peux éponger toutes tes dettes. Je vais éponger là, le 140 000 $, tu n'as plus à t'en occuper, je vais le rembourser à la banque. Je vais rembourser aussi toutes tes cartes de crédit pour que tu puisses te sortir la tête de l'eau. Parce qu'on s'entend, ça, c'est des gens qui sont en difficulté financière, qui n'ont pas juste leur hypothèque à payer. Ils ont sûrement des cartes de crédit loadées, des prêts auto, plusieurs dettes. Donc, si on veut vraiment trouver une solution gagnant-gagnant, moi, je suis pas là ici pour laver personne. Je veux vraiment en immobilier, j'ai la ferme conviction que pour réussir, il faut que tout le monde en sorte gagnant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de dire, je vais éponger toutes tes dettes, ton hypothèque, tes cartes de crédit, puis je vais te donner un petit magot en plus pour que tu n'aies pas tout perdu. Donc, le petit magot, ça peut être 5, 10, 15, 50 000. Ça, c'est à votre discrétion. Donc, la personne, si elle ne fait rien, elle va perdre sa maison, elle va avoir tout perdu. Si elle accepte votre offre, elle va avoir réglé ses dettes, avoir un petit magot pour avoir une mise de fonds pour un petit condo ou se repartir en appart, repartir du bon pied. Donc, on pourrait offrir à cette personne-là, à ces propriétaires-là, 140 000 plus, posons, 20 000 pour payer des cartes de crédit, puis se repartir du bon pied là, pour avoir un petit magot supplémentaire. Donc, on pourrait offrir 160 000 pour cette propriété-là. À 160 000, ça vous laisse encore beaucoup de place là, pour les travaux à effectuer, les frais d'acquisition, les frais de possession et le profit, évidemment, qu'on recherche à la fin. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est une solution gagnant-gagnant. La personne est nettement mieux d'accepter votre offre que de perdre sa maison. Elle est beaucoup plus avantagée en faisant ça. Et vous, évidemment, vous n'êtes pas là pour sauver la planète. Donc, c'est une offre intéressante pour vous aussi. Mathieu, il y a une question, mais c'est pas complet, il y a juste 2 mots. Peut-être que tu peux la réécrire, il n'y a pas de problème, je vais y répondre. La question de Linda tout à l'heure, est-ce que ça répond, par exemple, si je traduis ta question avec cet exemple-là, le 140 000, le 243 000, qui est responsable du 100 000? En fait, si le propriétaire fait rien, le 100 000 qu'il a déjà payé, son équité, ben, il va la perdre. Il va la perdre. Fait que s'il réussit à vendre sa maison puis qu'on lui donne au moins un petit montant,
Ça lui permet de toucher un peu là, les bénéfices de l'hypothèque qu'il avait déjà remboursée. Je ne sais pas si c'est plus clair. Ouais, Mathieu, si la personne saisit, si la banque saisit, la personne perd quoi? Vraiment son équité aussi? Oui, c'est ça. Si, supposons, là, il restait 1000 $ à payer, elle a pratiquement tout payé sa maison, ben, c'est vraiment dommage, mais elle va tout perdre sa maison. C'est dans le contrat hypothécaire que si tu ne payes pas, la banque peut saisir la maison. C'est plate, mais c'est ça. Fait que la personne, elle perd son équité. D'où le fait que vendre sa maison peut lui permettre d'aller chercher une partie de l'équité qu'elle a déjà remboursée. La question de Linda, si le solde est de 140 000 et que la maison vaut 240 000, qui est responsable du 100 000? Ben, il n'y a personne qui est responsable du 100 000. Le 100 000 il est déjà payé, c'est la banque qui l'a dans ses poches. Il n'est plus là, le 100 000. Là. C'est à l'investisseur d'aller le chercher, l'équité. Donc, OK, excellent. On va aller regarder un autre exemple. Maintenant, une transmission rue du Parc. Transmission, c'est un duplex. Donc, ça, c'est un duplex. On va aller voir cet exemple-là. Internet est un petit peu lent. Donc, on voit. Maryse est décédée. Elle habitait un des logements du duplex. Elle lègue à Jean-François et Robert, qui n'habitent pas là. Ça peut être intéressant. Donc, on va aller voir l'acte notarié pour en apprendre davantage. Donc, ce qu'on va apprendre dans l'acte notarié, c'est que la dame qui est décédée va léguer à son fils 80%. Le fils habite à Québec, dans la même ville que la propriété. Mais elle lègue aussi à Robert, son ex-conjoint de fait, qui habite à Montréal, 20%. Donc, c'est quand même peu probable que Jean-François, le fils et l'ex-conjoint vont vouloir habiter ensemble dans une propriété à Québec. Donc, probablement qu'ils vont vouloir toucher leur argent, leur héritage en argent. Donc ça, moi, ce serait une propriété là, que j'irais plus loin. J'irais trouver le solde hypothécaire restant pour voir s'il y a une belle équité, si ça vaut la peine là, de contacter ces propriétaires-là. Donc, encore une fois, là, pour trouver l'équité, on a le numéro de cadastre ici. On va sur le registre foncier, on tape ça là. Et là, ça va apparaître quelque chose comme ça ici. Puis on va aller là, on va prendre les hypothèques qui ne sont pas, les hypothèques ouvertes en fait, qui ne sont pas radiées. Donc 204 000 en avril, puis près de 200 000 là, en mai. Puis on va faire les calculs avec les petites calculatrices qu'on trouve sur Internet. Mathieu demande, y a-t-il vraiment des cas où la personne se fait saisir alors qu'il n'a qu'à mettre en vente sa propriété pour récupérer son argent, son équité? Oui, ça arrive. Puis je t'explique pourquoi. Un avis de 60 jours pour le commun des mortels, c'est incompréhensible. On va aller le chercher, là. Il y a plein de chiffres, il y a la moitié des mots qu'on ne comprend pas. C'est pas une lecture de table de chevet, là. Fait que tu reçois ça, puis les gens, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. J'ai déjà entendu, c'est une histoire vraie, une personne qui reçoit ça, prend panique, elle décide d'aller habiter chez sa sœur. Elle pensait que le problème était réglé. Ben non, ça l'a pas réglé ton problème, le fait que tu déménages. Fait qu'elle a quand même perdu sa maison. Donc, les gens sont pas au courant de ce qui se passe, puis ils vont peut-être même pas penser non plus que vendre la propriété, ça peut être une solution. Donc, c'est pour ça que c'est important de leur dire ou du moins semer l'idée que vendre la maison, ça peut être une bonne solution à leur problème. Parce que oui, évidemment, il y en a là, qui vont être proactifs, puis qui vont le sentir venir, qui sont en difficulté, puis qui vont vouloir la mettre en vente. Puis ça arrive que les propriétaires vont décider de la mettre en vente
avant de recevoir un avis de 60 jours, puis ils vont s'organiser eux-mêmes. Mais mettre en vente une propriété, ça peut être long, ça peut être plus rapide. Un avis de 60 jours, tu as une urgence de vente. Il faut que ça soit fait dans les 2 mois. Fait que c'est ça. Il y a une réelle urgence de vente. Et oui, avec un courtier immobilier, ça peut se faire, ou sur du proprio, mais faut que tu attaches ta tuque et que ça gaule, là, comme on dit. Donc, ça, c'était les trois exemples dont je voulais regarder avec vous. Est-ce que c'est assez clair, dans le fond, comment on fait pour lire les actes notariés, comment déceler les bonnes opportunités? Est-ce que ça vous éclaire un peu à ce sujet-là? Excellent. Bon, super. Maintenant, supposons, par exemple, là, cet avis de 60 jours-là, les personnes devaient 140 000, la maison en vaut 240. Ça semble intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour contacter les propriétaires? Donc, est-ce qu'on arrive, on appelle ou on va cogner, puis on dit « Hey, je t'achète ta maison 140 000, tu dois 140 000 à la banque, je vais le sauver. » C'est sûr qu'on ne dit pas ça. Vous allez vous faire ramasser. Ces personnes-là vivent des difficultés financières ou un deuil, donc c'est vraiment important d'y aller avec tact, diplomatie. C'est de la clé, en fait. On veut développer une relation avec le propriétaire pour qu'il décide de nous vendre à nous. Donc, les règles d'or pour contacter les propriétaires. Il faut agir avec tact. Ces personnes-là, je le répète, vivent des situations difficiles. Il faut y aller vraiment doucement. On peut dire « Bonjour, je m'appelle Joanie, je suis investisseur immobilier. Je cherche des maisons un peu comme la vôtre qui ont les mêmes caractéristiques dans votre quartier. Est-ce que vous aviez l'intention de vendre dans les prochains mois? » Fait que là, ça dépend. Ils vont soit être vraiment fâchés. Ben non, ma maison n'est pas à vendre. De quoi tu parles? Je suis pas à vendre. Puis blablabla. Ah, OK. Ben, je m'informais. Je magasine dans le quartier. Puis je trouvais que votre maison avait bien de l'allure. Puis ça m'intéressait. Je suis allée voir vos voisins aussi. Puis, ah, ben, OK. Fait que là, après ça, peut-être que le propriétaire va commencer à s'ouvrir un peu. Et dans le fond, on peut poser des questions ouvertes pour faire parler la personne. Donc, il faut comprendre le problème du propriétaire. Comment est-ce que ça se fait qu'il s'est rendu dans une situation où il va perdre sa maison? Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour aider le propriétaire à trouver une solution, le gagnant-gagnant. Et le premier objectif, en fait, l'objectif du premier contact avec le propriétaire, c'est de semer une idée. L'objectif, c'est pas de signer l'offre d'achat la première fois. Ça n'arrivera pas. L'objectif, c'est de semer une idée que vendre sa maison, ça peut être une bonne solution à son problème. Puis vendre sa maison, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a d'autres bonnes solutions. Ça peut être un prêt privé, ça peut être une location avec option d'achat, ça peut être de le référer tout simplement à quelqu'un pour un syndic ou un professionnel pour rebâtir son dossier de crédit. Donc, il y a d'autres solutions gagnant-gagnant. Le but, c'est pas de laver personne. Le but, c'est de trouver un terrain d'entente. Comme je le disais tout à l'heure, on pose des questions ouvertes pour que la personne s'ouvre d'elle-même. On ne va pas dire d'emblée « Ah, comme ça, tu vas perdre ta maison, ton avis de 60 jours. » Les gens vont détester se faire mettre sous le nez que vous savez ces informations-là personnelles. Les gens, évidemment, c'est une information personnelle. C'est public, le registre foncier, tout le monde a accès. Mais les gens n'aiment pas ça, savoir qu'on les espionne ou qu'on sait des informations là, sensibles sur eux autres. Donc, on reste très ouvert, très global. On pose des questions pour que le propriétaire mentionne lui-même son problème. Ah, ben oui, là, je dois beaucoup d'argent à la banque, ça va pas trop bien. OK, vous avez beaucoup d'argent à la banque, ça va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire va pouvoir en parler. Puis quand lui-même ouvre la porte, là, après ça, on peut rentrer doucement et dire « Ah ben, je pourrais vous expliquer le processus des reprises bancaires. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va se passer par la suite? »
Essayez de développer comme ça une relation de confiance. Quand on pose des questions, on écoute les réponses. C'est vraiment important. Les réponses que le propriétaire va vous donner, ça va vous aider à alimenter la discussion aussi. C'est vraiment très important. Ça ne sert à rien de poser des questions si on n'écoute pas. Il faut aussi respecter le silence. Ces gens-là, ils vivent des difficultés particulières. On n'est pas là pour brusquer personne. Vendre sa maison, c'est un processus qui va prendre du temps. Il y a une statistique en vente qui dit que pour vendre quelque chose à quelqu'un, ça prend 13 fois qu'on va le contacter, cette personne-là. Je ne dis pas que dans ce cas-ci, en investissement immobilier, ça va prendre 13 fois, mais c'est une statistique moyenne. Donc, c'est un long processus. Le but, c'est de semer une idée, puis d'accompagner le propriétaire dans ce processus-là. On peut être préparé et rempli de ressources. Par exemple, si vous connaissez bien le processus des reprises bancaires, vous pouvez le guider dans les prochaines étapes. Ça va vraiment mettre le propriétaire en confiance, que lui, c'est de quoi qu'il parle, il a l'air compétent, je vais faire affaire avec lui pour me sortir de cette situation-là. Donc, par quel moyen est-ce qu'on peut contacter les propriétaires? Il y a différents moyens. On peut envoyer une lettre par la poste. On peut déposer une lettre directement dans la boîte aux lettres. On peut téléphoner. On peut aller cogner à la porte, faire du porte-à-porte, ou on peut déléguer la tâche à notre courtier immobilier. J'allais dire, il n'y a pas de meilleure ou de pire méthode. Ça dépend avec quoi vous êtes à l'aise. Il faut vraiment choisir une méthode avec laquelle vous êtes à l'aise. C'est sûr que chacune a ses avantages, ses inconvénients. Faire du porte-à-porte, ça demande vraiment du guts. Ça demande aussi beaucoup de temps. Envoyer une lettre, c'est plus facile, c'est plus rapide, mais probablement que les résultats sont un petit peu moins là. C'est beaucoup plus impersonnel. La relation de confiance se fait plus difficilement. Puis pour le téléphone, bien, avec les cellulaires maintenant qui ne sont pas affichés sur le 411, c'est plus difficile de trouver les numéros de téléphone. Donc, chacun a ses avantages, ses inconvénients, mais le critère principal pour déterminer la méthode que vous allez choisir, c'est à quel point vous êtes à l'aise dans les communications interpersonnelles. Si vous avez la chienne d'aller cogner aux portes, faites-le pas. Parce que ça va se voir dans ce que vous dégagez, que vous n'êtes pas à l'aise, puis il n'y aura pas de relation de confiance qui va pouvoir se créer. Si vous n'êtes pas à l'aise de faire ça, téléphoner ou envoyer une lettre, vous allez avoir plus de résultats avec ça. Voilà. Selon moi, la méthode la plus efficace, c'est d'aller cogner aux portes. Mais comme je dis, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je trouve que c'est la méthode la plus efficace parce que c'est beaucoup plus facile d'établir une relation de confiance quand on a vu la personne. Évidemment, la personne vous a vu, elle va plus se souvenir de vous et c'est comme ça qu'on peut développer la relation. Donc, on peut la rencontrer une fois, puis après ça, faire les suivis là, au téléphone ou sans problème. Puis, quand on se déplace, qu'on prend la peine de se déplacer, il y a aussi plein d'autres informations que vous allez pouvoir recueillir. Vous allez pouvoir voir la propriété de l'extérieur, peut-être même l'intérieur, si vous regardez un peu en dedans, ou si la personne vous invite à vous asseoir. Vous allez pouvoir discuter avec les voisins du quartier ou peu importe de l'historique de la propriété. Donc ça, c'est toutes des informations aussi vraiment importantes là, pour le dossier. Est-ce que vous pensez que la première fois que vous allez contacter le propriétaire, vous allez ressortir avec une offre d'achat signée? C'est sûr que non. C'est vraiment excitant de recevoir une nouvelle alerte. C'est la nouveauté, c'est le fun, mais c'est vraiment important de passer à l'action et après ça, de faire ses suivis. Comme je l'ai dit tantôt, la statistique en vente, faut répéter plusieurs fois. Évidemment, là, je ne parle pas de harcèlement. Si la personne n'a démontré aucun intérêt et qu'elle vous envoie promener, c'est fini. Mais si, ouais, je pensais à ça, puis elle démontre que le processus est enclenché, bien là, on peut faire les suivis. Par exemple, on pourrait la rappeler plus tard, puis demander, est-ce que vous avez repensé à mon offre? Peut-être qu'on pourrait régler ça rapidement. Par exemple, si on réglait ça avant les fêtes, il me semble que vous seriez soulagé, faire valoir là, les avantages de votre offre. Excellent. Fait que ça, c'était pour les suivis.
Donc, c'est certain que la prospection hors marché, ça demande des efforts. C'est pas comme Centris, on voit le prix affiché, on a juste appelé le courtier ou on appelé le propriétaire sur du proprio, puis on commence à négocier. La prospection hors marché, la propriété est pas en vente. Le propriétaire a même pas peut-être pensé que vendre sa propriété, ça voulait l'aider. Donc, il y a eu tout un travail à faire en amont. Mais c'est certain que c'est vraiment payant. Il y a des investisseurs qui utilisent exclusivement cette technique-là et qui ont fait de fortune. C'est selon moi, une des meilleures méthodes pour trouver des aubaines. Évidemment, ça demande beaucoup de travail. Donc, pour aider les investisseurs, on a sorti le Forfait Pro. Le Forfait Pro, c'est un petit robot. Ça va automatiser la prospection immobilière. Donc, il y a des gens qui engagent des secrétaires pour faire ce travail-là. Le Forfait Pro, ça va faire exactement ça. Donc, on va aller chercher le solde hypothécaire restant. On va aller chercher l'équité. On va aller chercher le ratio prêt-valeur. Donc, avec ces informations-là, vous allez pouvoir voir en un coup d'œil quelles sont les propriétés qui méritent une attention particulière. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, ça, c'est la liste de propriétés dans le Forfait Pro. Donc, il y a la date, la vie, tout ça. Il y a la colonne avec les indices. Les 5 indices tantôt que j'ai parlé, on voit tout de suite là, quelles propriétés ont des indices. Il y a la colonne de ratio prêt-valeur. Le ratio prêt-valeur, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un peu comme le ratio d'endettement de la propriété. Plus le chiffre est élevé, dans le fond, ici 100%, la maison est hypothéquée à 100%. Donc ça, c'est vraiment pas bon, il n'y a rien à faire avec ça. Comme celle-là même est surhypothéquée, donc ça, on touche vraiment pas à ça. Si le ratio prêt-valeur est petit, donc supposons 0, ça veut dire qu'il n'y a plus, c'est une transmission, là, probablement que le duplex était fini de payer. Donc le duplex vaut 600 000. Donc il y a une équité de 600 000. Donc ça ici, c'est la colonne d'équité. Donc vous voyez en un coup d'œil, l'équité de 10 000, ça ne vaut pas la peine. 200 000, 700 000, ça, on ne touche pas à ça. 100 000, c'est bon. 27 000, moi je trouve que ça ne vaut pas la peine. 600 000, 75 000, 600 000. Donc, c'est étonnant à quel point c'est des grosses équités. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, sincèrement. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. On voit en un coup d'œil lesquelles sont intéressantes, lesquelles méritent une attention particulière. Donc, comment est-ce qu'on fait pour automatiser tout ça? C'est lorsqu'on a le forfait pro, ça ici, c'est la création d'alerte. Donc, il y a toute une section ici qui s'ajoute. Donc, on peut, dans l'analyse financière, envoyez-moi seulement les propriétés qui ont un ratio prêt-valeur inférieur à, je sais pas, 20% ou une équité supérieure à 80 000 $. Donc ça, si vous jugez que ça vous prend un profit à l'achat d'au moins 80 000, vous mettez ça là. Puis, dans votre liste, il y a juste les propriétés qui ont une équité supérieure à 80 000 qui vont apparaître. Donc ça, c'est sûr que vous allez en recevoir moins, mais quand il y en a une, ça va vraiment être un deal selon vos critères. Donc, vous allez pouvoir contacter, là, sans vous casser la tête, ce propriétaire-là. Évidemment, les propriétés qui ne répondent pas à vos critères, vous allez les recevoir aussi. Elles vont être ici, exclues après l'analyse financière. Donc, elles vont être pas dans la liste principale, mais dans une autre liste. Évidemment, vous avez payé, vous avez encore accès à ces propriétés-là, même si elles ont été exclues. Puis, ici, envoyez-moi seulement les propriétés qui ont des indices, les 5 indices. Donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Puis, tantôt, j'ai parlé, l'évaluation municipale, c'est pas la valeur marchande. Donc, si vous êtes expert dans votre secteur, puis que vous savez, supposons que la valeur marchande, là, à Longueuil, c'est, supposons, l'évaluation municipale plus 10%, bien, vous écrivez ça. Donc, nous, on va calculer le ratio prêt-valeur puis l'équité selon la valeur marchande que vous avez estimée. Puis, ça, c'est une fiche de propriété normale. Mais quand on est pro, il y a toute l'analyse financière ici. Donc, on va chercher tout l'historique de la propriété, l'index des immeubles. Donc, on voit
chacune des transactions de cette propriété-là. Ça ici... Oui, c'est ça. C'est un avis de 60 jours. Donc, on est allé chercher... Il y avait un avis de 60 jours pour cette hypothèque-là. Donc, on est allé chercher le solde exact. Puis, il y avait une autre hypothèque ici. Donc là, on a estimé le solde de cette hypothèque-là. Donc, ce qu'on voit dans l'analyse financière, c'est que pour l'avis de 60 jours, il y aurait une équité de 455 000. Mais comme il y avait une autre hypothèque, l'équité totale de la maison, ce serait de 134 000. Donc ça, vous l'avez en un coup d'œil. Donc, ce que ça vous permet de voir, c'est votre marge de manœuvre, votre marge de négociation. Donc, à 134 000, vous pourriez, là, en fait, c'est le prix minimum auquel vous pourriez l'acheter. Vous pourriez acheter la maison. Ben, si vous voulez laver la personne, achetez-la à 135 000. Évidemment, c'est pas ça que je recommande. Mais la personne ne vendra jamais sa propriété en bas de ça puisqu'elle doit ça à la banque. Puis après ça, vous pouvez la revendre pour, supposons, l'évaluation municipale à 600 000. Donc là, entre les deux, il y a la marge de profit, là, moins les dépenses, évidemment. Donc, c'est à ça que ça ressemble à une fiche de pro. Ça vous donne toutes les informations pour voir en un coup d'œil quelles sont les opportunités qui valent vraiment la peine. Donc, si on retourne à la présentation... Ouais, c'est ça. Bon, j'avais tout dit ça. Comment on fait ça? Je vous l'ai montré. Et finalement, je vous invite à aller sur monprospecteur.com. On a 3 forfaits. Le forfait gratuit où on peut payer à la pièce. Donc, ça vous donne beaucoup de flexibilité. Et le forfait abonné mensuel, qui est un forfait illimité à 47 $. Et il y a le forfait pro, dont je viens juste de parler, qui automatise la prospection immobilière avec les ratios, l'équité, tout ça. Et la conférence de ce soir, c'était un résumé du e-book qu'on a lancé hier. Ça s'appelle Le Petit Traité de prospection immobilière. Donc, c'est un e-book d'une 50-60 pages. Donc, c'est très complet. Il y a encore plus d'informations que ce que je viens de vous dire aujourd'hui. C'est gratuit sur notre site. Vous pouvez aller le télécharger. Lisez-le. Je pense que c'est très complet. Je suis fière de ce que j'ai rédigé. Puis, il y a beaucoup d'informations théoriques. Comment devenir un expert de son secteur, comment déceler les meilleures opportunités. Il y a des outils aussi là, pour faire les calculs hypothécaires, les tableaux, les calculatrices, c'est tout là. Fait que c'est étape par étape comment faire pour trouver une belle aubaine. Il y a un chapitre sur comment contacter les propriétaires, puis un chapitre sur la négociation. Donc avec ça, là, vous êtes en voiture pour vraiment utiliser le registre foncier et mon prospecteur à son plein potentiel. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Peut-être pour la séance de questions, s'il vous plaît, écrivez vos questions dans Q&A. Ça va être beaucoup plus facile pour moi d'avoir un seul canal. S'il vous plaît, les questions dans le Q&A, puis je vais y répondre. Fait que merci. Puis ceux qui veulent répondre, écouter les questions, là, c'est ça que je vais faire à l'instant. Donc, Linda, je vais lire ta question, puis je vais répondre par la suite. OK. Tantôt, dans l'exemple, dans la vie de 60 jours, les frais... Je vais y retourner, tiens. C'était... OK, ici. Donc, dans l'exemple, ici, la personne devait... Le solde hypothécaire, là, c'est 140 000. Dans la fiche de propriété qu'on vous envoie ici, c'est écrit que le montant dû, c'est 25 000. Ce que ça veut dire? Ça ici, le montant dû, c'est le montant du retard. Les propriétaires sont en retard de 25 000. C'est pour ça que la banque a mis un avis de 60 jours. Mais là, il ne faut pas qu'ils payent le 25 000, il faut qu'ils payent le 140 000. C'est ça qu'il faut qu'ils payent pour effacer, si on veut, l'avis de 60 jours, puis garder leur maison. Donc, je ne sais pas si c'est... Ta question, si c'est inclus, ben oui, c'est inclus dans le fond, parce qu'ils ne l'ont pas payé, puis ça, c'est le solde total dû. Donc, le 25 000, oui, il fait partie là, du 140 000. La question pour tantôt,
par exemple, le 140 000, ben, vous, dans votre exemple, c'était 200 000 puis 300 000. Mais je vais garder là, mon exemple de cette propriété-là. 140 000, la maison en vaut 243 000. Qui va assumer le 100 000? Ben, c'est le propriétaire. Il a déjà payé ce 100 000-là. Donc, la banque a déjà cet argent-là, puis elle va le garder, c'est certain. Donc, il n'y a pas à l'assumer. C'est pas une dette, c'est de l'argent que le propriétaire a payé à la banque, puis la banque l'a déjà, puis elle va le garder. Je sais pas si ça répond plus là, à la question. Super Nadine, merci pour ton beau commentaire. OK, donc ça c'est répondu. Ben merci beaucoup pour merci pour tous ces beaux commentaires-là. Merci beaucoup. Bon, ben Linda, je m'excuse de ne pas avoir répondu à ta question. Peut-être qu'on pourrait se parler après là, plus en privé. Je pense que ça va peut-être être plus facile. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions sur les reprises bancaires ou comment contacter les propriétaires, comment faire les calculs, je peux vous montrer ça sans problème. Merci Judith. Tantôt, j'avais une question sur comment calculer, là. Pierre Brochu. C'est un peu bizarre, mais c'est ma calculatrice préférée. Calculatrice. Parce qu'elle est grosse. Les calculatrices de banque, c'est tout le temps petit, puis on voit rien. Ma calculatrice préférée, c'est celle-là. Donc, si par exemple, je prends comment je fais pour calculer le solde hypothécaire restant avec le registre foncier? Donc, moi, je vais chercher cette calculatrice-là. Il y en a plein, là, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de calculer le nombre de mois. Puis ça, je l'explique tout dans mon e-book, là, c'est plus facile. Entre aujourd'hui et avril 2014. Donc, si on était en avril 2016, là, ça ferait 24 mois, mars. Bon, supposons 30 mois. Donc là, c'était une hypothèque de 204 000. Oups. C'est une hypothèque de 204 000. Puis là, le taux d'intérêt, dans le e-book, il y a un lien pour trouver le tableau, mais supposons là, que c'était 4 OK? On fait un scénario. Donc, on calculer. Puis là, supposons qu'il y a 30 mois de différence entre aujourd'hui et le moment où ils ont contacté cette hypothèque-là. Donc, on descend au 30e mois. Et là, le solde hypothécaire, là, ça serait 191 000. Donc, c'est comme ça qu'on peut estimer le solde hypothécaire. Il y a Jonathan qui demande combien le forfait pro. Le forfait pro, c'est 247 $ par mois. C'est parce que ça remplace vraiment le travail d'une secrétaire. Il y a des gens qui engagent des secrétaires à temps plein pour faire ça. Le forfait pro, ça fait exactement ça. Donc, nous, évidemment, il faut aller chercher l'index des immeubles. C'est ici, là, pour chacune des propriétés. Des fois, ça nous coûte vraiment cher parce que avec la rénovation cadastrale, il y a faut cliquer plusieurs fois, puis à chaque fois, ça nous coûte là, de l'argent. Puis, évidemment, il y a tout le travail de saisie manuelle pour aller faire les calculs, tout ça. Donc, ça remplace le travail d'une secrétaire. C'est comme engager une secrétaire à 250 $ par mois. Ça va vous sauver énormément de temps, de productivité et d'efficacité avec le forfait pro. Alexandra demande combien ça coûte le livre. Il est gratuit. Il est disponible sur notre site internet, monprospecteur.com. Vous naviguez sur votre site, puis il va y avoir le forfait, le pop-up qui va apparaître, puis vous cliquez là, pour le télécharger, là, c'est gratuit. Il y a Isman qui demande c'est combien la recherche via le forfait gratuit? Le forfait gratuit, en fait, ça marche avec des crédits. Quand vous ouvrez votre compte, on donne 5 crédits. Donc, ça vous donne accès à 5 fiches de propriété comme ça. Puis, par la suite, vous pouvez acheter des fiches, des propriétés à la carte, celles que vous jugez intéressantes. Ça revient à 2 ou 3 $, là, dépendamment des blocs de crédit que vous achetez.
Bon, mais excellent. On a déjà passé, oh mon Dieu, il est 8h15 déjà. Euh, N'hésitez pas à m'écrire, à nous appeler. C'est moi qui réponds à tous les courriels. Donc, ça va me faire plaisir de vous aider. Lisez le e-book, c'est une petite mine d'informations. Puis, je vais vous souhaiter une bonne prospection. Puis, une bonne soirée aussi. Puis, j'espère vous revoir bientôt. Jonathan qui demande quelle est, selon moi, la meilleure façon d'approcher les futurs vendeurs? Pour moi, si tu es à l'aise de faire ça, c'est de faire le porte-à-porte, d'aller cogner à la porte. Puis dans le e-book, j'en parle aussi. Il y a tout un chapitre là, sur comment contacter le propriétaire. Ouais. Isman qui dit que j'aimerais savoir les alertes pour les prochains webinaires. En fait, les webinaires, je peux aller ici. Il y a la section... non, c'est sur notre site, dans le fond. C'est monprospecteur.com/webinaire. Puis, tous nos webinaires sont là. Donc, vous pouvez y aller là, régulièrement, puis vous pouvez réserver votre place. Donc, on envoie là, des infolettes. Je ne sais pas si Isman, tu as un compte avec nous. Si tu te crées un compte gratuitement, tu vas faire partie de notre liste d'envoi et tu vas recevoir les invitations là, par courriel. Merci Mathieu pour le commentaire, c'est apprécié. Puis, c'est ça, j'en ai pas parlé aussi ici dans Conseil d'immobilier. C'est quelque chose qu'on a mis cet été. Puis, les gens nous posaient beaucoup de questions. Évidemment, c'était souvent les mêmes questions qui revenaient. Donc, on a fait ça, cette page-là. Merci Marc-André pour ton commentaire, c'est gentil. Fait qu'il y a les questions les plus courantes là, sont affichées à droite, à gauche ici. Donc, oups, tiens, le pop-up est arrivé. Et voilà, pour avoir le livre, courriel, prénom, téléchargé, et voilà. Donc, comment comprendre les actes notariés, quels actes offrent les meilleures opportunités. Fait il y a des petites vidéos, il y a des articles. Fait que la plupart là, sont gratuits. Il y a aussi des formations avec ImoFacile ou le club qui sont là. Comment repérer les meilleures opportunités. Je vais évidemment mettre le e-book là, ici qui va être disponible. Comment aborder les propriétaires. Il y a des articles, des vidéos. Il y a la formation qui est vraiment géniale avec Communication Futée. Communication Futée, c'est Mélissa et Nicolas. C'est deux communicateurs. C'est des experts en communication. Sont aussi diplômés là, du coaching du club des investisseurs immobiliers, donc ils connaissent ça. Puis, on a fait une formation spécifiquement sur comment aborder les propriétaires. Donc, c'est vraiment cool, là, les trucs qu'ils donnent. Il y a des mises en situation, des scénarios, des jeux de rôle, il y a des scripts d'appel, des exemples de lettres. Donc, ça, c'est vraiment complet. On est vraiment emballé de cette formation-là. Comment trouver du financement, des articles, des sources. Bref, vous voyez un peu le portrait. Fait que c'est plein de conseils là, pour. Puis on en met toujours à jour. Fait que vous pouvez aller souvent voir si vous avez des questions. Marc-André qui dit ils sont excellents et très sympathiques. Bon, mais je suis contente qu'il n'y ait pas juste moi qui est trop gentil et dynamique. Bon, merci Josiane, excellent. Au plaisir de te voir là, dans un autre webinaire. Je peux répondre, Linda, à ta question. Je ne sais pas comment dire dans d'autres mots. J'ai l'impression d'avoir répondu plusieurs fois. Le solde hypothécaire de 100 000. OK, attends. OK. Si le solde hypothécaire est de 100 000, si le solde hypothécaire est de 300 000 puis que le proprio vend sa maison de 200 000, ben, tu ne touches pas à ça. Il n'y a aucun deal à faire avec ça. S'il vend sa maison de 200 000, il ne pourra même pas rembourser son hypothèque au complet. Donc, ça, c'est... On se tient absolument loin de là. C'est le pire deal que tu peux avoir. Ça, c'est pas du tout une aubaine, c'est le contraire d'une aubaine. Donc, je pense que je vais arrêter ça là. J'ai plus rien à dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis, ça va me faire plaisir d'y répondre prochainement.
Euh,